Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incursions de Clédou, ceux qui arrivent pour la première fois, fidèles parmi les fidèles, on vous dit un très grand bonjour matinal. Nous sommes aujourd'hui mercredi 20 février l'an 2019, il est 7h en temps universel, vous allez être informés. Le journal de Clédou, première édition de la matinale, c'est une présentation de Bakary Sékou Cissé. Bakary, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. La coordination des cheminots en grève a été reçue par le médiateur de la République pour trouver une solution à leurs problèmes. Dans ce journal, on aura des explications avec Mahaman Dienta, il est le coordinateur des cheminots en grève. Et puis sur un autre plan, à lever le 8 mars 2018, le préfet de Ténémou, Makadoumia, a été libéré. C'était hier, tout comme les journalistes Isiaka Tamboura. Ils sont donc tous deux actuellement ici à Bamako sur soins intensifs. Pour en savoir plus sur leur libération, nous allons interroger à la fin de ce journal Monsieur Ousmane Christian Diara. Il est le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils. Il sera joint au téléphone par Kassim Traoré. Et puis sur le plan international, le Sénégal s'apprête à élire son président. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce dimanche, le 24 février, plus précisément pour les 5 candidats Malik Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Malik Nyang. La dernière ligne droite est donc lancée. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, la grève de faim des cheminots continue. C'est la fait 63 jours exactement qu'ils ont entamé cette action pour réclamer leur salaire de 9 mois. Les cheminots ont été reçus hier lundi dernier par le médiateur de la République pour trouver une solution à leurs problèmes. Nous allons écouter Mahaman Dienta, il est le secrétaire général de Citrail. Les propos sont recueillis par Etienne Niaré. De fin, ça continue et le dimanche, on a appris comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux que le département des transports dans sa page Facebook a lancé un communiqué soi-disant qu'ils se sont entretenus avec nous et avec l'implication du président de la République, on va lever le camp. Donc on a directement réagi par rapport à ça. Non, on a dit toutefois, on avait déjà un rendez-vous avec le médiateur parce que depuis qu'on a commencé la grève, le médiateur nous a vraiment reçu pour une fois. Donc on devait aller voir le médiateur, échanger avec lui et parler de nos problèmes et voir quelles sont les solutions. Donc le dimanche déjà, et le département des transports n'avait pas cette solution. Donc il n'était pas informé de cela. Mais nous ne savons pas comment il a pu en avoir ça. Ce qui est sûr, hier quand même, on a rencontré le médiateur de la République. On a longuement échangé avec lui. Il a été très très sensible à nos problèmes, aux problèmes des familles cheminotes. Donc on lui a parlé des 9 mois de salaire. On lui a parlé des souffrances que vivent les familles cheminotes. Il s'est engagé vraiment à voir comment il peut soulager la masse des cheminots. Donc les négociations vont continuer le jeudi. On verra ce que ça va donner. Donc après le jeudi, certainement que si on tombe d'accord sur quelque chose, vous serez informé. Et si on ne tombe pas d'accord sur quelque chose aussi, vous serez informé. Voilà, donc merci. Les propos sont de Mahaman Dienta, il est le secrétaire général de Citrail, propos recueillis par Etienne Niaré. Sur un autre plan, les activités de la 19e édition du Forum de Bamako ont été lancées. Le thème de cette rencontre est immigration, quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique, opportunités ou menaces pour les pays d'accueil, nationalisme ou métissage, construire des ponts ou construire des murs, que faire donc ensemble. Donc ce sont autant donc des questions que le Forum de Bamako va tenter de répondre en trouvant des solutions communes. Nous allons écouter l'extrait de quelques conférenciers lors donc du lancement de cette 19e édition du Forum de Bamako. Les propos recueillis par Kassim Traoré.
À mon sens, on va parler d'un problème vieux comme le monde. L'homme est né en Afrique, mais il n'est pas resté en Afrique. Il a migré sur d'autres continents. Mais la question de la migration se pose dans un contexte nouveau, qui est à la fois un contexte d'opportunité, mais un contexte où il y a également d'énormes risques et d'énormes défis qu'il faut relever. Et le pari qui est fait, c'est que, à Bamako en tout cas, le pari qui est fait, c'est que les défis peuvent être relevés et ensemble, il est possible de construire des ponts qui feront que demain, il fera bon vivre et en Europe et en Afrique. Notre gouvernement est engagé depuis plusieurs années dans des réformes institutionnelles pour mieux gérer la migration d'une part et d'autre part faire de la diaspora un acteur central de notre développement. C'est mon département qui a en charge la migration a engagé plusieurs actions, notamment l'introduction de projets de textes relatifs à la création d'un observatoire national de la migration, l'opérationnalisation des antennes d'accueil, d'assistance et d'orientation des Maliens de l'extérieur au niveau de nos frontières, à l'aéroport, dans les gares routières et ferroviaires. Mais en parlant de sécurité alimentaire, ça c'est le chapeau, c'est toutes les questions liées à la politique agricole dans notre pays. Comment aujourd'hui faire de cet instrument de politique agricole un instrument de fixation des populations. Donc on peut être amené à apporter des réponses structurelles en amont ou en aval à l'immigration. Mais nous, on essaie de poser autrement les problèmes, autrement dit attaquer la problématique de l'immigration en amont et par des politiques publiques de développement sur la base des potentialités dont dispose le Mali. Lorsque vous voyez les gens partir, c'est qu'il y a un problème de besoin non satisfait. Nous avons décidé d'attaquer la problématique de la migration sous l'angle de la satisfaction des besoins des gens localement pour leur permettre de rester là où ils sont parce qu'ils sont bien là où ils sont. Et pour ce faire, il faut développer. Donc l'économie sera au cœur de cette 19e édition. Le patronat va travailler beaucoup sur le financement de l'économie, les infrastructures pour permettre aux gens d'avoir un environnement propice à leur développement localement. Voilà, donc là, c'était les extraits de certains conférenciers, voilà, lors de lancement de la 19e édition du Forum de Bamako. Et puis, Handicap International a présenté son rapport préliminaire d'études sur l'éducation inclusive de qualité sur les filles handicapées et en âge scolaire. L'étude a été réalisée dans la région de Sikasso et dans le district de Bamako. Elle a pour objectif de contribuer à une éducation inclusive de qualité et pour les filles et les garçons marginalisés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le compte rendu de la réunion avec Mariam Kouyaté. Handicap International continue son combat en faveur des personnes handicapées. Cette organisation vient de réaliser une étude portant sur l'éducation inclusive de qualité pour les filles handicapées en âge scolaire. L'étude a été réalisée dans la région de Sikasso et le district de Bamako. Les initiateurs ont présenté hier les résultats préliminaires de cette étude de 15 jours. Daniel Edan, consultante internationale à Handicap International. Donc l'objectif, c'est de mieux comprendre pour quelles raisons les filles handicapées subissent une double discrimination par rapport à l'éducation. À Bamako, on a une dynamique d'éducation inclusive qui part des écoles spéciales, parce qu'on a de plus en plus d'enfants non handicapés qui vont dans ces écoles spéciales, et que les parents commencent aussi à avoir une autre mentalité, une autre perception vis-à-vis de ces écoles, parce que ils constatent que les enfants ont de meilleurs résultats scolaires, alors qu'à Sikasso, on est vraiment sur une dynamique d'éducation inclusive qui part des écoles ordinaires. Et on s'aperçoit que si on met les moyens et on forme les enseignants et qu'on met en place un accompagnement, eh bien, on a une véritable réussite au niveau des enfants handicapés. Vu l'importance du projet, les représentants des différentes structures du gouvernement disent accompagner Handicap International dans ce combat afin de promouvoir les droits fondamentaux de ces jeunes filles handicapées. Madame Doucouré Bodo-Soumaré, chef de division scolarisation des filles au ministère de l'Éducation, et Sangaré Oumoutraoré, chef de division éducation à la direction nationale préscolaire et spéciale. Cette étude va nous aider à l'objectif que nous voulons atteindre, objectif de développement durable, qui est l'ODD 4, une égalité des chances pour tous. Avec cette étude, c'est une goutte de sel dans l'océan. Si vous voyez l'étendue du Mali, je peux dire sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas une école aujourd'hui au Mali où il n'y a pas un enfant handicapé. Il faut que le pays s'y mette aussi. Parce que HI ne peut pas aller au-delà de ses limites. Il faut que l'État prenne en compte le concept handicap
le concept inclusion pour permettre à tous les enfants handicapés d'aller à l'école sans discrimination. Puisque le Mali s'est engagé dans l'élaboration de stratégies d'éducation inclusive en 2015, on espère que nos plus hautes autorités se rejoindront à Handicap International afin de briser les barrières qui freinent l'accès à l'éducation des personnes handicapées, notamment les jeunes filles en âge scolaire. Le projet est exécuté au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Voilà, merci Mariam Kouyaté. Un mot sur l'actualité internationale chez nos voisins au Sénégal. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le 24 février, pour les 5 candidats. Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck et Issa Sall et puis Madick Niang. La dernière ligne droite est donc lancée hier mardi 19 février. Idrissa Seck était en campagne dans la ville de Touba au Nigeria. Quel avenir pour la commission électorale après le report in extremis des élections générales, alors que la tension est montée d'un cran cette semaine entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter le scrutin de samedi. La société civile interroge l'avenir de la commission électorale. Donc ce report n'est pas donc le premier depuis le début de la démocratie en 1999. Il y a une urgence à réformer l'organisation, donc dit certains. Donc nous allons partir directement pour parler de la photographie. Un gros plan réalisé par Arunaba, vous le savez, un regard singulier sur le rôle précurseur du Mali en matière de la photographie africaine. Le Mali occupe une bonne place dans la promotion de la photographie sur le continent. Elle passe par la passion pour les professionnels, mais aussi de la rencontre photographique de Bamako. Nous allons suivre ce gros plan réalisé par Arunaba. Comme Bamako est la capitale du Mali, Bamako encore est la capitale africaine de la photographie. En même temps aussi, le Mali a connu des grands photographes, c'est-à-dire Maliki Sidibé, Seydou Keita, Adama Kouyaté et Abdraman Sakali sont des grands photographes qui sont reconnus dans le monde entier. En même temps aussi, Bamako abrite la maison africaine de la photographie. En plus, il y a la rencontre africaine de la photographie qui se passe à Bamako ici chaque 2 ans. Donc, le Mali joue un grand rôle dans la photographie africaine. Seydou Kamara est convaincu du rôle primordial du Mali en matière de photographie sur le continent africain. Il est artiste, photographe et également président du réseau des photographes du Mali, Photart. Outre les grands photographes maliens qu'il a énumérés, il pense à la jeune génération qui veut emboîter les pas aux aînés. Parmi eux, il y a John Moussa Kalapo. Comptable de formation, c'est lorsque son oncle lui a offert un appareil photo que John a découvert cette passion. Lui aussi considère son pays comme précurseur. Le Mali est considéré comme le pays des grands photographes. Quand on parle de photos, forcément, il faut parler du Mali. Quand vous ne parlez pas du Mali, ça veut dire que vous ne parlez pas de photos. Et on parle aussi du Mali parce que pourquoi ? Parce que la maison africaine de la photographie aussi se trouve au Mali. Donc c'est pour ça que le Mali est un peu cité dans tous les événements photographiques qui se passent un peu partout dans le monde. Le succès de la nouvelle génération est dû à quoi ? C'est parce qu'on a su être patient et on a su aimer ce qu'on fait. Quand on est sorti de notre formation avec mes collègues, on a longtemps souffert pendant la formation et Dieu merci, on a eu des bons encadreurs. Donc du coup, comme je dis, dans ce boulot, dans ce métier, il faut être patient et on est toujours resté nous-mêmes, on a toujours continué dans nos créations photographiques et aujourd'hui c'est ça qui paye. En effet, John est lauréat de plusieurs grands prix et de concours de photographie africaine et internationale, notamment les premiers prix L'Afrique souriante, un concours des magazines sur Internet et les prix d'une fondation basée aux États-Unis qui lui a permis d'aller effectuer d'autres études en Afrique du Sud. La nouvelle génération veut relever les défis parce que aujourd'hui, quand on parle du Mali photographiquement, directement les gens pensent à Malik Sidibé, Seydou Keita, ouais, c'est nos papas, c'est des grands photographes qui ont passé. Donc aujourd'hui, on veut aussi qu'on parle de la nouvelle génération. On est beaucoup représentés un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on expose partout dans le monde, on expose dans des grands festivals, on participe à des concours. C'est au CFP, le centre de formation en photographie de Bamako, que John Moussa Kalapo a véritablement appris les métiers.
Il s'est mis à travailler sur des thématiques, à rechercher les motifs adéquats en se déplaçant loin s'il le faut. Et comme il l'a souligné, la formation est un tournant important dans la réussite de la jeune génération. Un avis que partage Youssouf Sanogo, le directeur du centre dont le cursus doit constamment s'adapter à l'évolution de la société. Je dirais que je ne vais pas rentrer dans la formation tout simplement parce qu'on est actuellement en restructuration, parce qu'on a passé plusieurs étapes. Et si on parle de restructuration, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui doivent être faits au niveau de la gestion, au niveau de la formation. Donc je peux surtout parler des atouts quand même du centre. Donc le centre, c'est un des centres, je dirais, le plus professionnel de la sous-région. Nous sommes aujourd'hui les seuls à faire de la photographie conceptuelle commerciale, le premier au monde. Et nous sommes aujourd'hui, grâce à cette formation-là, fournisseurs d'images à la plus grande banque d'images au monde qui est Getty Images, qui se trouve aux États-Unis. Un tel débouché est évidemment la consécration suprême pour un photographe. Il y a fort à parier que les succès des jeunes talents comme John feront des émules pour porter haut la photographie africaine. Une photographie en pleine évolution et qui brillera encore à Bamako cette année à travers la biennale photo prévue en décembre prochain. Alors merci Arounaba donc pour ce gros plan sur donc le regard quand même singulier en tout cas sur le rôle précurseur de notre pays en matière de la photographie africaine. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Je le disais, enlevé le 8 mars 2018, le préfet de Teningu, Makadoumia, a été libéré hier, tout comme les journalistes Isiaka Tamboura. Ils sont tous actuellement donc à Bamako sous soins intensifs. Leur libération en tout cas a été rendue possible grâce à la DGE, donc il s'agit donc de la Direction générale de la sécurité d'État malienne qui a mené en tout cas des négociations avec leurs ravisseurs. Pour parler de la libération du préfet de Teningu, nous recevons comme invité Ousmane Christian Diarra. Il est le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils. Il est joint au téléphone par Kassim Traoré. Ousmane Christian Diarra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des administrateurs civils. Oui. On vient d'apprendre la libération du préfet de Teningu, M. Makadoumia, qui avait été arrêté le 8 mai 2018. Effectivement. Alors comment cette libération a pu être obtenue? Merci beaucoup. Par rapport à la question, je ne saurais dire comment. Mais ce qui est sûr, aux environs de 19h hier soir, lundi, nous avions vu que notre collègue serait au niveau d'un centre hospitalier en soins intensifs. Nous avons essayé de recouper les informations jusqu'à ce matin où la confirmation a été donnée. Il vient d'ailleurs de communiquer avec sa famille, ce qui nous rassure davantage. Mais le comment de la libération, vraiment, je ne suis pas dans les secrets. Il suit les soins intensifs à Bamako ou dans une localité? À Bamako. Et selon ce qu'il a dit à son fils, il est vraiment fatigué. Mais pour le moment, je crois, sincèrement, sa vie n'est pas en danger. Mais vous ne savez pas aussi comment il a été acheminé de son lieu de détention jusqu'à Bamako? Non, franchement, nous ne le savons pas. Alors, vous êtes un secrétaire général satisfait aujourd'hui? Pleinement heureux. Pleinement heureux. Nous sommes d'autant plus heureux que nous ne cessons de nous organiser du mieux que nous pouvons pour vraiment apporter le message de douleur de sa famille et de ses collaborateurs. Le samedi d'ailleurs, nous avions prévu une réunion dont il était le principal sujet. Ça veut dire que toute la grande famille de l'administration culturelle, toute la grande famille des fonctionnaires et agents de l'État se trouve satisfait aujourd'hui par cette libération. Monsieur le secrétaire général, vous l'avez dit au cours de votre récent congrès, la protection de vos agents à travers le pays. Est-ce que des dispositions ont été prises? C'est effectivement le gros problème pour nous. Nous devrons représenter l'État partout où ça se doit. Or, l'insécurité est telle qu'aujourd'hui, même avec un bataillon, il n'est pas du tout possible pour nous d'être partout. Voilà pourquoi nous en appelons aux autorités afin qu'ils renforcent davantage la sécurité, qu'ils renforcent davantage la réconciliation et tout ce qui peut nous amener à la paix. C'est indispensable pour que l'État puisse être représenté à tous les niveaux.
Monsieur le secrétaire général, vous n'allez pas faire comme les magistrats quand même en demandant à vos militants de retourner dans des endroits sûrs. Les magistrats sont tout aussi responsables que nous. Mais nous avons quelques traditions différentes. Nous avons obligation de représenter l'État sur l'ensemble du territoire national, partout où il y a besoin. Il y a beaucoup d'endroits où nous sommes et où on ne trouve pas les magistrats. Donc, nous n'allons pas appeler les militants à descendre, mais nous les appelons toujours à être vigilants. Dès qu'ils sentent la menace, nous leur disons de ne pas prendre des risques. Parce que s'ils prennent des risques, d'abord c'est la personne qui en pâtira, ensuite la famille et la grande famille des administrateurs. Makan l'a dit récemment dans une vidéo, il dit que c'est grâce à l'appel des autorités qu'il voulait se rendre à son service. Et malheureusement, ça lui a coûté une détention. Et effectivement, nous l'avons dit à son temps. Au rassemblement du 8 juin, on l'a dit. Il a été obligé de se rendre à son service, sachant bien qu'il y a l'insécurité totale. Mais par devoir, par patriotisme, il s'est rendu et les conséquences, tout le monde le sait. Qu'à cela ne tienne, nous en appelons à la responsabilité, au sens des responsabilités des autorités. Qu'elles prennent les mesures idoines pour vraiment mettre les représentants de l'État et tout autre agent de l'État dans les conditions. N'oublions pas que Maha avait été enlevé avec son chauffeur, mais qui a été libéré 2 mois après. Donc, ce sont tous les agents qui sont concernés. Et l'État a obligation d'assurer la sécurité de ces agents. Alors, vous avez un mot pour conclure cet entretien? En tant que secrétaire général du syndicat des administrateurs civils, je voudrais d'abord remercier les autorités qui se sont investies pour que cette libération ait eu lieu. Je voudrais aussi remercier les forces de sécurité et de défense pour leur implication forte dans la libération de notre collègue. Je voudrais enfin encourager notre collègue pour la résilience dont il a fait preuve. Vous voyez, ce n'était pas facile. À travers sa vidéo de l'autre jour, nous avions dit, voilà un digne représentant de l'État. Malgré la situation, il a pu rester digne et il s'est montré à la hauteur de la mission que l'État lui a confiée. En retour, nous demandons que l'État vraiment prenne aussi en considération tous les sacrifices que nous constatons de jour comme de nuit. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci. Donc là, c'était le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils. Il s'agit donc d'Ousmane Christian Diarra, interrogé au téléphone par Kassim Traoré. C'est ce qui va mettre fin à cette édition, la première de Clédou Info. Vous allez retrouver Mariam Kouyaté à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Moi, je m'appelle Bakary Sissé, la mise en onde assurée par Abdoulaye Andan. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Elect, c'est la rubrique tout à l'heure. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Melita.